L'importance de se réajuster continuellement. Enregistrement qui est réalisé lors du mois de novembre de l'année 2022. En fait, le titre m'est venu par rapport au fait qu'on vit dans un monde qui change et il faut être capable de s'ajuster au monde, tout en ayant naturellement en tête aussi l'idée qu'on peut ajuster dans une certaine mesure aussi notre environnement. Donc, qu'on ne soit pas juste dans l'adaptation à la programmation collective, mais éventuellement, l'individu peut générer une conscience créative qui va avoir une influence sur l'environnement, parce qu'on vit dans une réalité qu'on peut être influencé par les autres et le monde, mais qu'on peut influencer également le tout. Donc, c'est des influences multiples qui peuvent s'opérer, entre autres, simultanément. Et c'est être conscient de cela. Mais l'importance de l'ajustement, en fait, l'idée du titre m'est venue que dans un certain contexte donné, un comportement peut être extrêmement ajusté. Alors dans un autre contexte, il ne l'est plus. Pourtant, c'est exactement le même comportement. D'où le discernement, d'où l'utilisation de l'intelligence pour savoir quand c'est approprié ou non de se comporter d'une certaine façon. Donc, c'est sûr que le titre est venu entre autres d'observations que j'ai faites par rapport à des gens de mon environnement. En fait, dans les dernières fins de semaine, j'ai passé beaucoup de temps chez mes beaux-parents, donc les parents de ma compagne, et eux se sont occupés dans le passé parce qu'ils s'occupaient d'un motel, ensuite ils ont une résidence de personnes âgées. Et pour ce qui est de ma belle-mère, c'est une personne qui, elle, est très rapide, elle n'arrête pas. Ça fait plusieurs semaines que je l'observe, là. Et donc, elle va faire le ménage rapidement et régulièrement chez elle. Elle va faire à manger, elle va préparer la table. Elle est tout le temps très active. Or, c'est une personne qui est retraitée. Et probablement qu'elle se comporte de manière à, par exemple, faire rapidement à manger, ainsi de suite, à tenir, comme on dit, la maison à l'ordre, mais avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie là-dedans. Parce qu'elle continue le même pattern de comportement qu'elle avait lorsqu'elle s'occupait d'une résidence de personnes âgées ou lorsqu'elle avait un hôtel aussi. Ou ce qu'elle était dans un rôle de tenir un lieu propre, s'assurer que tout est correct. Et c'est sûr que ma compagne lui a reflété la réalité. Ben écoute, à quelque part, tu n'as pas besoin d'en faire autant, tu es retraité, ainsi de suite. Moi aussi, j'ai reflété cette réalité-là au fil des conversations. Le matin, je la sentais stressée. J'étais chez mes beaux-parents, disons un samedi matin. Habituellement, quand je suis chez moi, le samedi matin, c'est relax. Et puis, elle se dépêchait là, à mettre la table avec les ustensiles, etc. Or, je n'en demandais pas autant en tant qu'invité chez elle. Et puis, je sentais qu'elle était stressée parce que moi, je me réveille très tôt. Et des fois, je vais prendre la marche le matin pour pas faire trop de bruit dans la maison. Et puis, après ça, je reviens pour déjeuner. Puis là, elle trouvait que je me levais trop tôt. Mais c'est pas parce que je me lève à 6 heures que je veux nécessairement là, que la table soit prête pour que avec les couteaux, les ustensiles pour que je déjeune, là, naturellement. Et mais non, elle disait, elle me disait, c'est quoi, là? Elle me disait, ah, ben, tu te lèves trop vite, j'ai pas le temps de faire la table. J'ai dit, j'en demande pas autant, puis je peux manger plus tard. Donc, je vais manger vers 8h30 le matin, même si des fois, je vais me lever vers 5h30, 6h, pour aller prendre ma marche dehors. Je vais faire d'autres choses, je m'occupe. Tu sais, je mets pas de stress. Et la particularité de son comportement, c'est sûr que rendu à l'âge adulte, ben, idéalement, si je pouvais garder ça en tête, qu'à quelque part, on peut avoir dans notre vie certains comportements qui sont ajustés à une époque ou une période, mais qui ne sont pas nécessairement dans l'avenir. Donc, j'ai l'impression qu'elle a gardé machinalement le même
pattern de comportement qu'elle avait lorsqu'elle était plus jeune, puis elle s'occupait d'une résidence de personnes âgées, où il fallait qu'elle se dépêche à préparer la table avant que les résidents arrivent pour manger, que tout soit à l'ordre, que le beurre soit sur la table, le pain soit proche du grille-pain, ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu ça. Là, je le sens stressé et ainsi de suite, alors qu'à un moment donné, j'ai dit, écoutez, vous êtes retraité, il n'y a pas de stress à avoir, il n'y a pas, dans le fond, un employeur qui attend après vous, là, que vous préparez la table, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas en emploi là, où il y a des délais serrés là, dans lesquels il faut rentrer, là, un peu comme quelqu'un qui travaille dans le domaine de la restauration. J'ai dit, ma compagne aussi à plusieurs reprises, mais son comportement ne change pas. Et ça m'a fait voir que la façon qu'on se comporte, à un moment dans notre vie qui peut être gagnant, on s'entend quelqu'un qui prépare rapidement la table, la personne est très active, elle fait régulièrement le ménage, elle tient le lieu propre, puis est très dévoué à ce niveau-là. Pour une entreprise ou quelqu'un qui a un commerce, c'est un comportement qui peut être gagnant. Mais rendu à un autre stade de sa vie, parce que là, elle a vieilli, je veux dire, elle a passé l'âge de 80 ans. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a atteint du diabète, elle a beaucoup maigri dans les derniers mois. Donc, elle devrait peut-être, ça c'est ma vision des choses, dépenser un peu moins d'énergie dans ses activités d'entretien, pour peut-être gagner un petit peu de poids, là, parce qu'elle bouge beaucoup, là. Mais, c'est la façon que je le vois, c'est un petit peu la programmation, son conditionnement qu'elle a vécu pendant plusieurs années. Donc, de défaire ça, habituellement, ça se défait pas un jour. Et c'est sûr qu'on a à composer, tout ça me ramène au principe qu'on a à composer avec nos programmations pour le meilleur et pour le pire. Ça me fait penser à une grande tante que j'ai eue. Et cette tante, eh bien, elle vivait d'une manière extrêmement économe, dans le sens qu'elle avait ses vêtements dans son bain. Elle écoutait la radio. À un moment donné, la TV était brisée, puis elle voulait pas la changer. Elle voulait pas trop dépenser pour des meubles, et ainsi de suite. Donc, de faire preuve d'économie dans une période de sa vie, c'est sûr que ça peut avoir une utilité, surtout si la personne elle commence jeune à économiser, puis elle fait des placements boursiers ou elle va s'acheter des obligations, donc qui lui rapportent des intérêts à chaque année. Donc, c'est sûr que quelqu'un à 20 ans qui va placer de l'argent sur un horizon de 30 ou de 40 ans, donc, il peut y avoir une croissance financière associée à ça, notamment en lien avec le principe des intérêts composés là, qui s'applique. Donc, des intérêts sur des intérêts. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a un fonds de placement qui lui donne un rendement annuel de 7%. Bon, ben c'est sûr que si l'année suivante, il fait un autre 7% de rendement, mais sur le montant qui a déjà fait 7%. Donc, autrement dit, si la personne place 1000 $, puis elle fait 7% de rendement, ça lui fait 1070 $. Puis l'autre année d'après, il fait un autre rendement, mais sur le 1070, il y a comme un potentiel exponentiel. Et là, ça peut faire une grande somme d'argent, là, surtout si c'est un placement avec une moyenne de rendement annuel de 7% sur 30 ou 40 ans. Donc, le principe en tant que tel de l'économie, à une certaine période de la vie d'un individu, peut être intelligent. Par contre, rendu à un âge avancé, elle avait passé amplement l'âge de la retraite et elle aurait pu profiter davantage de l'argent qu'elle avait d'économiser. Sauf que j'ai l'impression que le pattern d'économiser continuellement était tellement présent chez elle que ça venait difficile pour elle de changer. Et tout ça pour dire que dans notre vie, à certains moments donnés, on peut avoir des programmations qui sont, entre guillemets, gagnantes, qui nous sont favorables, mais qui, à un autre moment donné, peut être extrêmement défavorable ou en connaître le revers. Parce que tout est à double tranchant. Et c'est important d'être conscient de tout ça, puis d'avoir aussi la conscience de savoir quand il faut se réajuster. Mais c'est pas évident, surtout si une habitude s'ancre en nous et se rigidifie au fil du temps, ça devient de plus en plus difficile de la défaire. Et ça ne veut pas dire qu'une habitude, par exemple, d'économiser pendant 30 ou 40 ans, qui est valide,
rendu à l'âge de retraite, 65 ans et plus, économiser autant est nécessairement adapté. D'ailleurs, j'ai dit à ma mère récemment, elle est âgée de 71 ans, donc j'ai 30 ans de différence avec elle, en ayant 41 ans. J'ai dit, écoute, tu as à peu près, de ma perception, une fenêtre d'environ 10 ans là, si tu veux voyager. C'est-à-dire qu'entre 70 et 80 ans, les perceptions que j'ai des personnes âgées qui m'entourent, donc il y a encore un niveau de santé qui permet de faire certains déplacements. Donc se déplacer dans d'autres villes, dans d'autres régions pour profiter de la vie, mais passer 80 ans, ça devient de plus en plus difficile. Souvent, les gens, de ce que j'ai vu au fil du temps, là, se ramassent en perte d'autonomie. Et à ce moment-là, de se déplacer, par exemple, dans des villes éloignées ou de faire des voyages dans d'autres pays, là, ça devient de plus en plus impassable. Là. Donc, c'est sûr que par rapport à elle, j'ai parlé de ça. Puis, bon, elle fera ce qu'elle veut, hein, je veux dire, mais quand je regarde mes beaux-parents, ils ont passé tous les deux 80 ans. En fait, mon beau-père a l'âge qu'aurait aujourd'hui Bernard de Montréal, étant donné que lui aussi, il est né en 1939. Donc, mon beau-père, lui, il est âgé, il est âgé de 83 ans. Il est atteint du Parkinson. Et Bernard de Montréal, en réalité, qui est venu au Québec, initie le mouvement de la conscience supramentale, s'il serait toujours vivant, parce qu'il est décédé à l'âge de 64 ans, donc il appartient à la même génération que lui, ça donne une idée là, à quoi il pourrait ressembler là, en termes d'âge. C'est sûr que mon beau-père s'est jamais intéressé à la conscience supramentale, là, donc au niveau psychique, là, c'est très différent, on oublie ça. Mon beau-père et ma belle-mère ont grandi dans la religion catholique, plus précisément chrétienne, ici au Québec. Donc, c'est leur passé historique. C'est des gens qui écoutent la messe tous les dimanches matins, religieusement. Sinon, les samedis soirs, Surprise 2. C'est un canal de télévision ici au Québec. Ils vont écouter la soirée canadienne. Et lorsque je passe du temps là, dans les dernières semaines... lorsque j'ai été les visiter à plusieurs reprises, bon, c'est sûr que je suis exposé à leur écoute de télévision, là, de ces deux programmes en particulier. Et puis, ce que je réalise, parce que mon beau-père, lui, est atteint de Parkinson, il y a des tremblements. Et au cours des dernières semaines, la médication qu'il prenait a été augmentée. Et oui, ça a amélioré sa condition grandement. Les tremblements ont diminué. Donc, c'est une maladie dégénérative. En fonction de l'état de la science actuelle cartésienne, il n'y a pas de remède ou de solution là, qui permettrait de mettre fin totalement à la dégénérescence liée au Parkinson. Bon, il y a des médications qui existent pour réduire les symptômes, mais c'est à peu près tout. Sinon, pour ce qui est de ma belle-mère, elle est atteinte du diabète et c'est sûr que sa situation me préoccupe parce que c'est une femme qui n'arrête pas. Et est retraitée. Tu sais, ma compagne, elle, dans le fond, est en arrêt parce qu'elle est sur le bord d'accoucher. Bon, elle prend ça relax la vie plus que sa mère, de ce que j'en perçois. Et puis, ma belle-mère, elle, est très mince. Elle a beaucoup maigri au fil des mois. C'est sûr qu'elle prend une médication aussi particulière par rapport au diabète. D'ailleurs, il existe une médication qui enlève la faim, là. Donc, c'est sûr qu'en passant, la médication qui enlève la faim peut être adaptée par rapport à plusieurs personnes, mais si après un laps de temps, la personne devient très maigre, voire squelettique, là, ça ne l'est plus. Il faut que ça soit réajusté aussi. Donc, ce qui est adapté ou pas, c'est tout le temps ponctuel, c'est tout le temps temporaire, et c'est tout le temps à refaire. Et les forces d'une programmation sont en même temps les faiblesses. Et c'est sûr que, par exemple, quelqu'un qui est très travaillant sur le plan physique, à un moment donné, je me rappellerai, en tout cas longtemps, j'allais dire toujours, mais on ne peut pas dire toujours, on ne sait pas, là, mais je me rappellerai longtemps d'une dame avec laquelle j'avais discuté et qui travaillait fort sur le plan physique. Elle travaillait pour une épicerie
Et elle s'occupait des inventaires et de soulever des boîtes, des choses qui étaient lourdes pour faire les inventaires d'une épicerie. Et ça remonte à plusieurs années, donc il n'y avait pas nécessairement tous les appareils là, au niveau technique qu'on a aujourd'hui. Et puis, elle travaillait fort physiquement le jour, puis le soir, elle bûchait du bois avec son compagnon. Donc, elle forçait physiquement le jour et le soir. Et ce qui arrivait, c'est que son corps, il n'y avait pas le temps de repos physique. Il n'y avait pas le temps de se reposer sur le plan physique. Donc, ça amenait un stress chronique au niveau, entre autres, de son dos, de certaines articulations, les mouvements répétitifs qu'elle faisait de jour dans son travail, très exigeants sur le plan physique, mais également en dehors du temps de travail, parce qu'elle aimait couper du bois, elle avait une terre avec son compagnon. Bon, ben, en faisant tout ça, puis en étant hyper actif, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'elle a développé, entre autres, des problèmes de santé irréversibles, puis là, il faut qu'elle apprenne et est inapte naturellement là, à pouvoir travailler. Et puis, dans le fond, sa situation, il faut qu'elle prenne de la médication pour enlever la douleur régulièrement, qui peut amener de la somnolence. Bon, mais il y a des effets secondaires liés à ça, puis elle ne peut pas revenir en arrière puis retrouver sa forme physique qu'elle avait dans sa jeunesse avant que à se mettre à travailler à la fois de jour, de soir, puis de manière continue, puis elle avait une certaine fierté par rapport à tout ce qu'elle faisait, mais en réalité, sa programmation qui l'amenait sans doute à être plus efficace que plusieurs personnes sur le plan du travail a naturellement un revers. Et c'est sûr qu'il y a d'autres programmations qui existent. Et on a toujours les forces de nos faiblesses et vice-versa. Donc, c'est sûr que par rapport à toutes les observations que je fais au fil du temps à travers de différentes personnes, ça m'amène à réaliser qu'à quelque part, on peut toujours se faire reprocher sa programmation. Dans le sens que moi, je suis au niveau astrologique programmé en relation avec le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est par rapport à des gens qui s'intéressent à la futurologie, ce qui touche à l'avenir, le domaine de la science-fiction. Donc, la programmation par rapport à ma compagne, on est tous les deux du signe du Verseau, ben, on va avoir du plaisir à écouter ensemble des films de science-fiction. On va s'intéresser également à la connaissance. Donc, avec ma compagne, je peux autant parler avec elle d'astrologie ou d'écoute de documentaires que je peux faire en relation avec la physique quantique, l'astrophysique, la biologie, la chimie, la science en général. Elle s'intéresse à la connaissance intellectuelle comme moi. Et on va partager naturellement des intérêts aussi en lien avec tout ce qui est le domaine de la psychologie, qui est une science nouvelle, en émergence présentement, si on pense entre autres à la psychologie évolutionnaire, la psychologie supramentale, qui m'intéresse étant une science naturellement d'avant-garde. Donc, on peut avoir des discussions ouvertes là, par rapport à tout ça. Mais on a naturellement le revers de la médaille. Donc, c'est sûr que dans mon cas, ma faille principale sur laquelle j'ai à travailler et que je travaille depuis mon enfance, c'est le sens pratique. Donc, dans le sens que il y a des signes, comme par exemple, si on prend le signe du taureau, ma belle-mère d'ailleurs est du signe du taureau, c'est souvent des gens très enracinés dans la matière, en vivant, en passant du temps à son côté au fil du temps, parce que c'est sûr qu'elle va devenir la grand-mère de mon enfant là, dans quelques jours, parce que je suis censé devenir père bientôt. Ma compagne est supposée d'accoucher là, dans le coin du début du mois de décembre 2022. Bon, ben, c'est sûr que ça me fait changement de vivre à ses côtés en passant du temps avec elle parce que ça m'amène à réaliser que à quelque part, à un certain niveau, je me casse la tête pour rien par rapport à l'avenir. Donc, je me préoccupe beaucoup de l'avenir. Dans le côté négatif, ça peut amener à faire preuve d'anxiété. Donc, si je me préoccupe trop, par exemple, de l'inflation, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir si la tendance se maintient? Même chose par rapport à l'adoption de technologies de contrôle. J'écoutais récemment donc un documentaire que vous pouvez retrouver sur tout.tv. Donc, c'est des gens qui m'écoutent, entre autres, au Canada et vous pouvez avoir accès
à ce site Internet associé à Radio-Canada, eh bien, il y a un documentaire qui s'intitule « Ma femme a du crédit », que je trouve génial, où il est question d'un journaliste européen qui va en Chine. En fait, il vit en Chine, devrais-je dire. Et il fait un documentaire par rapport à sa compagne qui est chinoise. Et elle vit en fonction du crédit social. Et dans le documentaire, on nous parle de technologie, naturellement, de l'implantation du crédit social, que depuis, dans le fond, la pandémie qui a commencé en 2020, eh bien, ça a amené l'utilisation là, de plus en plus de traçabilité des citoyens, code QR utilisé de plus en plus un peu partout pour rentrer dans les lieux publics. Donc, pour éviter la comptabilisation, mais par la suite, naturellement, en Chine, ça a resté. Et par rapport au développement technique en Chine, dans le documentaire, c'est quand même assez impressionnant, en ce sens que nous sommes rendus au stade qu'une personne peut aller à une distributrice de bouteilles, à partir de son visage, qui est reconnu à partir de la reconnaissance faciale, donc un logiciel intégré. Donc la personne passe son visage vis-à-vis la distributrice de bouteilles. Et à partir du visage, le prélèvement d'argent se fait automatiquement sur son compte informatique qui est associé à son visage. Donc, la personne n'a pas besoin de se casser la tête à savoir si elle a des 25 sous dans sa poche pour pouvoir aller acheter une canette ou un breuvage quelconque dans une machine distributrice ou si elle a sa carte de crédit. Non, non. Elle a juste à présenter son visage. Et à partir d'un logiciel de reconnaissance faciale et d'algorithme, son visage est reconnu, il est scanné et le montant est débité automatiquement de son compte. Et là, c'est sûr que ça ouvre la porte à d'autres choses, dans le sens qu'éventuellement, tu vas entrer dans un commerce, puis le propriétaire du commerce, il va reconnaître ton visage, puis tu n'as pas besoin de sortir de carte de crédit, présenter le téléphone cellulaire, parce que présentement, comme l'expliquait le journaliste qui fait le documentaire, il disait que vers 2010, les Chinois utilisaient essentiellement de l'argent. Et là, depuis environ 2020, là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils utilisent essentiellement des crédits numériques à partir de leur téléphone intelligent. Donc, les Chinois, présentement, dans plusieurs villes, vont utiliser leur téléphone intelligent partout. Et d'utiliser l'argent, c'est vu comme quelque chose, un comportement associé au passé. Un peu comme quelqu'un qui va écouter une cassette là, sur un lecteur ou un enregistrement analogique. Donc, c'est vu quelque chose qui appartient à une autre époque par rapport à certains Chinois qui fonctionnent exclusivement avec le téléphone intelligent pour opérer des transactions. Mais la prochaine étape qu'on voit à travers la vidéo, c'est l'utilisation de la reconnaissance faciale pour procéder à un achat. Et donc, si ça se produit en Chine, la même technologie pourrait être régionalisée aussi à d'autres pays. Donc, on pourrait imaginer que des pays en Europe, également au Québec, aux États-Unis, que la reconnaissance faciale soit utilisée. Et c'est sûr qu'il y a des dérives potentielles par rapport à ça. Donc, si la personne est classée comme étant ennemi de l'État, sur une liste noire, ça se peut qu'on dise non, tu n'auras pas le droit d'acheter des canettes à une distributrice, tu n'auras pas le droit d'acheter de la nourriture au magasin, ou comme on l'a vu en Chine présentement, si la personne n'a pas une bonne cote de crédit, ça peut faire en sorte qu'elle ne peut pas prendre une réservation pour réserver un billet d'avion, un billet de train ou l'hôtel. Et le propriétaire de l'hôtel qui voudrait, par exemple, recevoir une personne, parce qu'à chaque fois qu'elle a un client, la personne qui est propriétaire, ça lui donne de l'argent. S'il y a une interface qui est mise en place que automatiquement la demande pour réserver l'hôtel ne se rend pas à lui parce qu'elle est filtrée par un logiciel comme de quoi que la personne appartient à la liste noire, donc il ne peut pas procéder à la transaction financière, il n'y a même pas l'information qu'une personne donnée pourrait être intéressée à réserver son hôtel parce que c'est déjà filtré par un logiciel qui est mis en place pour empêcher ce type de situation de se dérouler, même si techniquement l'hôtel est un lieu privé, mais la préséance de l'État tout-puissant
ce que certains vont appeler l'État orwellien, c'est-à-dire l'État chinois qui vit le scénario de George Orwell qui était question dans son livre d'anticipation, 1984. En fait, l'anecdote par rapport au titre, c'est que c'est une inversion de chiffres. En réalité, il a été écrit en 1948, le livre. Et c'est la façon qu'envisageait l'avenir avec les téléécrans, civilisation où ce que tout le monde s'épie, s'observe, la surveillance généralisée. Bon, ben, cette dystopie, qui est le contraire d'une utopie, qui a été abordée dans cette œuvre, ben, on le voit en Chine, là, c'est illustré. Et c'est sûr que ça me préoccupe, mais toutes ces réflexions-là et ces préoccupations-là, quand que je passe du temps à ma belle-mère, il n'est pas question de ça, elle est vraiment dans le moment présent. Et ça me ramène souvent au moment présent. Puis des fois, être en contact avec quelqu'un qui se comporte d'une manière très différente de nous, parce que ce genre de sujet-là, je vais aborder ça avec ma compagne, puis elle aussi va trouver ça intéressant de parler de tout ça, donc elle peut nourrir la conversation. Tandis que c'est pas le sujet du tout qui va intéresser ma belle-mère. Et puis son contact au fil des mois m'a amené à réaliser que je m'intéressais beaucoup à des questions à caractère philosophique, métaphysique, qui concernent aussi l'avenir, la futurologie, et que c'est pas tout le monde qui sont autant habités par ces choses-là que moi. Et puis, c'est ça. Elle, c'est un mode de vie très centré sur le confort, sur le moment présent, donc avoir un beau lieu aussi, elle aime les belles choses, une certaine forme de générosité aussi envers les autres. Et puis, c'est ça, dans un sens, ça me relaxe, ça me change les idées. Puis ça me fait voir un peu avec recul ma programmation. Tandis que ma compagne, avec elle, comme je l'expliquais, elle s'intéresse aussi à des trucs futurologiques, puis en termes de programmation en lien avec la dimension astrologique, elle va me nourrir dans le même sens. Puis elle peut me relancer sur des sujets. Donc, à ce moment-là, ben, vu qu'elle va dans ce sens-là, elle ne me confronte pas dans ma programmation, mais en même temps, je ne m'en plains pas parce que je veux me reposer avec elle. Je ne veux pas être dans une dynamique d'une espèce de confrontation perpétuelle, là, puis de relation tendue. Non, ma relation avec elle est très relaxe. Et en sa présence, habituellement, je me sens un petit peu dans une forme de repos. C'est une personne qui vit calmement. Et tous les deux, on est contemplatifs, dans le sens qu'on peut... on est... ouais, parce que je fais des enregistrements, des capsules audio, mais je ne suis pas toujours dans une dynamique de la parole. Là, je parle parce que je suis devant le micro, mais je peux passer plusieurs heures consécutives dans le silence, dans la contemplation, que ce soit une émission que j'écoute à la TV ou regarder un paysage. Ma compagne aussi est dans cette dynamique-là. On n'a pas à se parler continuellement parce que des gens là, qu'il faut qu'ils se parlent à toutes les 30 secondes ou à toutes les 5-10 minutes, sinon ils vivent d'insécurité puis ont besoin continuellement d'être validés. T'es-tu là? Tu fais ci? Tu fais... Non. On a une certaine indépendance. On vit dans le calme. Et puis, donc, c'est sûr que le contact avec les gens ça peut servir à nous refléter certaines failles de programmation, de choses qu'on peut ajuster si on en a la capacité, parce qu'il y a des choses qui changent, puis il y en a d'autres qui ne changent pas. Donc, le contact avec certaines personnes, si je pense entre autres à, dans le fond, Olivier, que j'avais rencontré il y a plusieurs années. D'ailleurs, j'ai fait avec lui des capsules audio que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il m'avait amené à réaliser que c'était important de s'entraîner physiquement, de faire du sport, de bouger, intégrer la matière. Et suite à ça, je me suis mis à faire un peu plus d'activité physique, notamment du jogging de haute intensité. Et c'est sûr, j'ai de la gratitude par rapport à lui aujourd'hui, dans le sens que de manière autonome, je vais par moi-même faire du jogging de haute intensité. Mais soulever des poids haltères, là, faire du bench, là. Donc, soulever en étant allongé là, avec les mains, là, des poids haltères là, de chaque côté d'une barre. J'aime pas ça, j'aimais pas ça, j'aime pas ça et j'ai l'impression que je n'aimerais pas plus ça dans 30 ans. Là. Par contre, j'essaye, je vise à faire un minimum d'activité physique pour garder une forme, là, parce que c'est sûr que c'est bien beau. Parce que dans ma tendance passive,
j'ai tendance à passer beaucoup de temps à écouter des documentaires là, sur le web, écouter des vidéos, à étudier plein de choses en même temps. Donc, dans une journée, je peux étudier des notions de psychologie. Je peux ensuite m'intéresser à des notions, par exemple, d'astrophysique. Récemment, j'ai écouté un documentaire sur Savoir Média. Donc, c'est une chaîne de télévision au Québec, mais qui ont également une vidéo. Et c'est vraiment en lien avec tout ce qui touche le domaine de la science. Ils sont spécialisés là-dedans. Et on a souvent des professeurs là, d'université qui s'occupent de départements qui vont parler de différents sujets. Ça peut être autant de la psychologie, ça peut être autant aussi de l'histoire, différents trucs à caractère scientifique. Et là, j'écoutais, puis ils sont aussi spécialisés dans les documentaires. Là, j'écoutais un documentaire par rapport à l'astrophysique où il était question du fait que au niveau de l'espace, les systèmes solaires, comme le nôtre par exemple, vont être attirés par des amas de systèmes solaires. Donc le principe associé à la physique de la force gravitationnelle, que la plus grande masse va créer une attraction qui va attirer la plus petite masse, bon, ben, à l'échelle de l'espace, le même principe s'applique. Ce qui veut dire que s'il y a un amas de galaxies à un endroit, eh bien, les galaxies qui sont en périphérie vont être attirées par ça. Donc, les autres galaxies qui représentent des plus petites masses que la grande masse que représente l'amas de galaxies. Donc, il y a un effet d'attraction qui se produit qui est contraire à celui d'éloignement qui peut être engendré lors du Big Bang. Donc, la théorie du Big Bang est très simple. C'est que dans un temps lointain, puisque certains scientifiques disent à peu près il y a 13,8 milliards d'années, eh bien, il y a eu une explosion incroyable qui s'est déroulée où la matière a été, dans le fond, envoyée dans des directions multiples à partir d'une force de dispersion. Et là, une fois la matière dispersée, comme c'est pas dispersé d'une manière uniforme, bon, ben, il peut y avoir de la matière un peu plus à un endroit. Et là, ce qui arrive, c'est que la matière un peu plus à un endroit va amener l'attraction de certaines galaxies. Et là, on va assister comme des réseaux où des galaxies vont tendance à s'amalgamer à certains endroits spécifiques dans le cosmos. Et aujourd'hui, la science nous permet de les observer, de les étudier aussi et de répertorier les endroits où il y a des amas de galaxies qui sont en train de se constituer là, présentement. Donc, cette notion-là, si je la mets en relation avec la théorie de l'expansion et de contraction que peut vivre un individu, bien là, dans le fond, la théorie de la contraction au niveau physique, c'est lié tout simplement à la force gravitationnelle qui amène l'attraction de la matière et qui va agir d'une manière antagoniste à la poussée initiale qui a fait suite au Big Bang qui a généré spontanément en initiation du mouvement d'univers physique manifeste qu'on connaît, mouvement de dispersion. Donc, et ces forces-là antagonistes créent une forme de dynamisme et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant. Présentement, au niveau de la science, il y a plusieurs choses qui se font. Et puis, ben, Savoir Média, c'est un média québécois là, que j'écoute une fois de temps en temps. Et puis, c'est ça. Ça m'amène à réaliser plusieurs choses. Sinon, dans une journée typique, souvent, je vais écouter des enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau. Donc, il y a certaines personnes qui vont prendre du Prozac pour être heureux, surtout dans des temps qui sont déprimants. Il y a des gens qui font de la dépression saisonnière lorsque le nombre d'heures d'éclairage au Québec diminue significativement. On parle de périodes d'automne, comme le mois d'octobre, novembre. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de neige permanente au sol, c'est souvent plus lourd pour le moral d'être exposé la noirceur qui grandit et les heures d'ensoleillement diminuent. Donc, c'est sûr, dans un contexte comme ça, pour des raisons d'équilibre psychologique, je vais souvent écouter des enregistrements
du philosophe jovialiste André Moreau parce qu'il véhicule une joie de vivre. Il a la capacité de jouer avec ses problèmes. Il donne de l'importance au plaisir, à l'esprit de la fête, de la détente. Et aussi de l'importance à la capacité de s'émerveiller et à quelque part rester avec l'âge adulte, avec le cœur d'un enfant qui s'amuse dans la vie. Et je trouve que dans nos sociétés occidentales, nous nous amusons pas assez. D'ailleurs, il fait la promotion des joies érotico-ludiques, la capacité de jouir de la sexualité, puis aussi de jouir dans la vie en général. Donc, les jovialistes, les gens qui adhèrent à cette philosophie, comme il les a souvent décrits au cours de plusieurs enregistrements qu'il a fait sur plusieurs décennies, les années 80, 90, 2000, ils les conceptualisent comme étant des jouisseurs. Et à mon avis, c'est ce qui est le plus sain de faire dans notre vie. Parce que c'est pas l'idée du sacrifice, l'idée de la privation, l'idée de l'automotivation ou de se flageller ou de se fouetter. Comme ça avait été présenté dans le film Le Code da Vinci, là, à travers l'un des personnages, Albinos, qui, dans le fond, s'auto-fouettait. Mais non, c'est pas nécessairement ça qui va permettre de vivre le bonheur, à mon avis, puis de parvenir à la réalisation. Comme disait André Moreau, vous pouvez bénéficier ici maintenant de toute l'autoréalisation. Tout est là. C'est pas, faut pas attendre après demain, il faut pas attendre après rien. Non, il faut s'autoriser ici maintenant à être heureux et heureux pour rien. Mais cette philosophie m'a apporté beaucoup. Et en complémentarité, ben c'est sûr que je me suis intéressé à l'instruction supramentale de Bernard de Montréal ou de Marc de La Salle, qui œuvre dans un registre très différent. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'œuvrer sur plusieurs plans. Donc, en plus du plan de la connaissance intellectuelle, là, parce que je trouve plus, dans les chaînes de télévision présentement, plus intéressant d'écouter Savoir Média, parce que ça me permet d'apprendre des choses, alors que dans les médias traditionnels, les découvertes scientifiques, on en parle peu ou pas qui vont se produire. Et souvent, ben, c'est la question de meurtre qui se déroule, que ce soit des fusillades à Montréal ou à autre, si on pense au bulletin de nouvelles de TVA. Donc, je trouve que ça apporte pas quelque chose de créatif de tout le temps mettre l'emphase sur le meurtre, des gens qui sont malheureux, des gens qui meurent, des fusillades qui n'en finissent plus dans les écoles, dans différents lieux publics, puis de mettre l'emphase là-dessus. Non, j'aime bien écouter Savoir Média. Aussi, je veux être alimenté sur le plan vibratoire par une vibration totalement différente de celle qui est dans les médias. Bon, je vais écouter les enregistrements de Bernard de Montréal, ou je vais écouter, si je veux, une vibration qui me place plus dans un état de joie de vivre, le philosophe jovialiste André Moreau. Ça dépend de ce que j'ai besoin. À certains moments donnés, si je vais m'entraîner en salle, je vais écouter de la musique extrêmement dynamique. Quand je fais mon jogging, je peux écouter du Rammstein. Or, il y a des gens qui peuvent présentement entendre cet enregistrement et dire « Mais Rammstein, c'est astral, c'est de la grosse musique heavy metal. » Et je vais leur rétorquer que tout peut servir. Et que si j'écoute cette musique-là comme System of a Down, et que ça me permet de me dynamiser lorsque je fais du jogging de haute intensité pour être capable de courir rapidement. Et c'est ce qui me permet, par exemple, de faire davantage de kilomètres que si j'écoutais de la musique douce. Eh bien, je trouve ça intelligent d'écouter cette musique-là. Par contre, naturellement, avant de dormir, je vais écouter des fois des enregistrements de méditation guidée. Vous en avez plusieurs sur YouTube, entre autres, qui ont été produites par Luc Bodin, ancien médecin spécialisé dans le traitement du cancer, en cancérologie. Et vous en avez plusieurs sur YouTube. Des fois, j'en écoute. Des fois, j'écoute aussi de la musique douce, entre autres de la musique du musicien québécois Patrick Bernard. Il y en a certains qui vont me répertorier, ils vont sans doute me rétorquer « Ah ah, ça a une couleur spirituelle. » Ben oui, mais si la musique favorise ma détente,
ça a sa fonction. Il faut sortir des jeux des polarités. Donc, je regardais récemment qu'est-ce qui s'était passé sur Internet dans les derniers jours. Eh bien, dans une de ses vidéos, de ce que j'ai compris, Berthold a dit qu'au restaurant, il ne voulait pas voir des gens là, avec des chapeaux sur la tête ou quoi que ce soit. Là, non, ça ne l'intéressait pas. Puis, regarde, s'il y a des gens avec des chapeaux, là, qui retourneraient de bord et n'iraient pas à ces restaurants. Ensuite, il y a eu Fergus, de ce que j'ai vu, qui a fait des vidéos avec un couvre-chef, un chapeau sur la tête alors qu'il était dans un lieu intérieur, avec une pointe d'humour, pour présenter un autre point de vue que Berthold, en réaction à son propos. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est ceci, c'est que si j'ai la vibration d'aller au restaurant et que le restaurant est rempli de personnes avec des chapeaux ou des calottes à l'envers sur la tête, avec des anneaux dans le nez, avec des piercings, puis des tatouages un peu partout, si j'ai vraiment la vibration d'aller là, j'irai au restaurant. Mais si je ne l'ai pas, c'est sûr que je ne me présenterai pas dans ce lieu-là, ou si je vois ça, je vais retourner. Mais je vais regarder au-delà de la forme. C'est sûr que dans certains cas, ce que véhicule la personne sur le plan physique va refléter son essence. Tu sais, si tu vois que la personne est remplie de tatouages, de piercings avec des têtes, puis des images de têtes de mort sur le chandail, puis la personne te regarde les yeux, puis il n'y a pas de lumière dans les yeux sont vides, sont vitreux. La personne a l'air triste ou elle se parle tout seul puis elle a l'air dans un état dépressif. C'est sûr qu'en effet, je ne vais pas m'assurer à côté d'elle dans un restaurant là, spontanément. Mon inclinaison n'ira pas habituellement vers elle. Là. Au niveau énergétique, il y a comme une répulsion qui va être orchestrée par son état d'être interne et externe. Par contre, il y a toujours des phénomènes. Il y a des gens qui vont dire « Ah, non, si la personne a des piercings, si elle a des tatouages, c'est astral, c'est pas beau. » Il faut faire attention parce que ça se peut que quand la personne était plus jeune, elle s'est fait tatouer, faire du piercing parce que dans son développement identitaire, elle se référait à des éléments extérieurs à elle. Ça peut être un groupe de musique qui a fait tatouer le logo là, sur son épaule, ou des éléments significatifs qui, pour elle, lui donnaient un sentiment d'identité parce qu'elle n'avait pas une identité auto-générée de par sa conscience propre, de son individualité qu'elle assumait pleinement, mais qu'elle se référait au collectif. Donc, ça se peut qu'une étape de sa vie, la personne est adolescente, elle a du plaisir à écouter des groupes de musique, puis là, elle se fait tatouer le logo d'un groupe de musique là, sur son bras. Donc, ça se peut qu'à ce moment-là, ça faisait sens pour elle, puis elle s'identifiait beaucoup au groupe de musique. Et qu'à un moment donné, plus tard, la même personne vieillit, elle mature, puis naturellement, les tatouages ne disparaissent pas quand elle prend sa douche. Donc, elle est obligée de vivre avec les tatouages. C'est sûr que, bon, il peut exister une façon de procéder, là, de faire enlever les tatouages, mais c'est complexe, puis ça peut coûter de l'argent. Donc, elle ne veut peut-être pas aller de l'avant avec ça, pas l'argent. Mais bref, les tatouages, les piercings ne reflètent plus sa condition un peu plus vieille, puis elle les a pareil, mais si son état vibratoire a changé, puis quand même que je vois que la personne a 36 tatouages sur le bras, si la vibration qu'elle dégage est ajustée, en dépit de son apparence, ça se peut que j'aille lui parler. Donc, c'est toujours une question de contexte, une question de vibration, puis en réalité... Moi-même, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui ont des piercings, etc. Ça ne correspond pas nécessairement à mon goût esthétique. Mais je ne suis pas dogmatique par rapport à ça. Et je ne viens pas à la conclusion que le fait que quelqu'un a un tatouage, ça veut dire pour autant que la personne est automatiquement astralisée là, présentement. Là, donc... Pour moi, quelqu'un a un tatouage, ça peut être pour plusieurs raisons, ça y appartient. Si la personne a une calotte sur la tête ou une calotte à l'envers ou une tuque en plein mois de juin dans un restaurant, ça y appartient aussi. Moi, ce que j'ai regardé, c'est de voir est-ce que j'ai la vibration d'aller vers elle, d'aller vers tel endroit, puis de suivre le mouvement en dépit de la forme que la personne peut prendre. C'est sûr qu'il y a certaines apparences qui me plaisent moins. Moi, j'ai des goûts esthétiques plus à caractère classique, donc des vêtements de type uniforme, un gilet de la même couleur, pas un gilet avec une tête de mort.
Je ne porte pas de piercing, je ne suis pas intéressé à en avoir. Donc, je ne porte pas une calotte à l'envers l'été, là, naturellement. S'il fait froid, je vais porter une tuque, mais habituellement, je ne la porte pas à l'intérieur. J'ai un souci esthétique à caractère plus classique. C'est la même chose aussi que ma compagne. Donc, c'est sûr que sur le plan amoureux, l'idée que ma compagne ait plusieurs tatouages, ce qui n'est pas le cas présentement, elle partage le même type d'esthétique, de valeur à ce niveau-là, me rejoint plus. Mais le point, c'est qu'à quelque part, il ne faut pas être fermé dans l'absolu, à regarder qu'est-ce qu'on a à faire. Et dans ma vie, j'ai eu à interagir avec des gens qui, dans le fond, pouvaient porter une tuque sur la tête à l'intérieur, avoir des piercings et avoir des tatouages là, un peu partout sur le corps. Là, mais c'était nécessaire que j'interagisse avec ces gens-là, puis ça faisait partie de ma vie. Moi, sur le plan subjectif, en tant qu'égo, je vais préférer certains types de tenues vestimentaires à d'autres, là, naturellement. Mais ça m'appartient. Chaque personne vit ses choses. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça un petit peu plate de se faire répondre. Est-ce que telle chose est adaptée? Ça dépend. À un moment donné, ça peut être adapté d'avoir la tuque sur la tête, surtout s'il fait très froid là, à cause d'une chute de neige. Comme on a vu dans les derniers mois à l'automne, à un moment donné, il fait très froid. Ensuite, le lendemain, il fait très chaud. Donc, dans le cadre du redout automnal qu'on a connu il y a quelques jours ici au Québec, où la température devenait un peu plus chaude. Et ça, c'est une nouvelle expression que j'ai adoptée, parce qu'il a fallu que j'adopte mon vocabulaire en relation avec une façon un peu plus objective d'exprimer les choses. Donc, là, cette fois-ci, l'idéologie woke qui vise à enlever le concept d'été des Indiens, auquel les Québécois ont fait allusion pendant des décennies ici. C'est sûr que l'expression de redout automnal pour désigner des périodes de chaleur un petit peu plus grandes après que la température est refroidie, qu'il y ait eu des nuits de gel au sol, donc des nuits en bas de 0 degré Celsius, me semble un peu plus approprié. Donc, des fois, je fais des concessions. Donc, c'est des gens qui m'écoutent qui sont de l'idéologie woke, qui prônent l'éveil à travers cette doctrine-là. Des fois, oui, je peux m'ajuster. Ça dépend. J'évalue tout en fonction de ma conscience, ma sensibilité. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, puis je regardais Berthold puis l'autre Fergus, puis discuter la question d'avoir un couvre-chef à l'intérieur, un chapeau sur la tête ou une sucre ou peu importe. Pour moi, de passer de l'énergie, de discuter de tout ça, même dans un contexte amical et humoristique, entre des gens qui sont consentants à jouer le jeu d'un argumentaire, pour moi, je n'évalue pas la pertinence d'investir trop d'énergie par rapport à ça, mais c'est en fonction de chacun. Et donc, on peut discuter de n'importe quel sujet. Et puis, dans le fond, je pense entre autres à un conférencier là, qui disait que quelqu'un, par exemple, là, qui a des tatouages, là, lui, il était très strict. Il disait automatiquement, c'est le signe que la personne a été polarisée par des formes astrales. La personne est chevauchée par l'astral, puis lui a une vision là, très, très stricte par rapport à ça. Il y a des gens qui vont dire que, par exemple, quelqu'un qui a des piercings multiples, l'une des hypothèses possibles explicatives serait liée au fait que dans des vies antérieures, la personne a été une esclave et elle avait des perçages un peu partout. Elle était marquée comme du bétail. Donc, ça, c'est une hypothèse. Des gens vont dire, non, c'est pas des vies antérieures, mais c'est parce que la personne est en contact avec des vies parallèles ou du mémoriel d'êtres qui ont déjà vécu qui l'imprègnent et qui l'amènent à avoir des piercings. C'est des possibilités. Donc, il y a des explications multiples. Donc, et c'est sûr que
par rapport à tout ça, c'est tout le temps de regarder la personne est-tu bien ou non avec son piercing, son tatouage ou sa tuque à l'intérieur ou un habillement un peu plus rebelle ou révolté. Donc, est-ce que à quelque part ça favorise sa joie de vivre ou est-ce que c'est une forme de tendance de masochisme? Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont se faire des piercings, mettre dans des organes génitaux. Bon, ben, si ça s'infecte, parce que le corps, par rapport à un corps étranger, peut avoir des réactions là, naturellement, peut-être que ça ne doit pas être agréable. J'avais déjà discuté à un moment donné avec des gens qui avaient des piercings un peu partout dans le corps. Et puis, c'est sûr, je n'ai pas demandé de détails, là, mais j'avais déjà entendu parler d'une personne qui avait un piercing sur la langue et une autre personne un piercing sur le pénis. Mais là, c'est ça, ça leur appartient. Donc, j'ai entendu toutes sortes de choses par rapport à ça, mais c'est tout le temps de regarder derrière ça. C'est quoi la raison, entre autres, qui amène la personne à se faire percer le corps? Que la personne soit consciente pour elle-même, c'est quoi les forces qui peuvent l'animer dans une direction plutôt qu'un autre qui mobilise, entre autres, la mobilise en tant qu'individu. Donc, c'est sûr que si la personne cherche à vivre une tension liée à une zone du corps en lien avec le piercing comme plaisir compensatoire d'une souffrance vécue sur le plan psychologique, donc à ce moment-là, on peut dire que le piercing est une forme de compensation physique, mais en même temps, le piercing peut servir aussi à enraciner la personne dans la matière. Donc, sentir certaines zones de son corps avec des perçages d'une manière particulière. Et parlant de piercing, j'écoutais sur Savoir Média récemment c'était une entrevue qui était faite par une professeure d'université ici au Québec. Elle enseignait entre autres le féminisme et elle avait un piercing dans le nez. Et j'ai dit à ma compagne, viens voir, c'est une enseignante qui est jeune, là. Du niveau quand même du doctorat, une personne très bien articulée, l'utilisation de vocabulaire technique intéressant pour décrire des réalités à caractère sociologique. En passant, écouter Savoir Média, écouter les enregistrements du philosophe jovialiste André Moreau, ça aide beaucoup à acquérir du vocabulaire qui, à mon avis, c'est important d'en avoir dans notre vie pour être capable d'être en mesure de décrire d'une manière adéquate certaines réalités qu'on peut percevoir dans notre vie de tous les jours ou dans notre environnement. Et la chose qui m'a créé un petit choc quand que j'ai vu cette enseignante universitaire avec le piercing dans le nez, autrefois, il y a 30 ans, on n'aurait pas vu ça au Québec, là, une enseignante avec un piercing dans le nez. Et c'est sûr que comme j'avais déjà discuté avec certaines personnes qui m'entourent, on est dans une période de destruction de la forme où l'habillement, tout devient éclaté et éventuellement, j'envisage très sérieusement, il y a peut-être des gens qui vont m'écouter qui vont trouver ça loufoque aujourd'hui de m'entendre dire ça, mais la possibilité que éventuellement le lobby LGBTQ+, qui comporte les trans pour la lettre T, donc lesbiennes, gays, transsexuels et plus, pour là c'est d'autres types, l'une des plus grandes victoires qu'ils pourraient connaître dans les prochaines décennies, ça serait de mettre au pouvoir de la présidence des États-Unis un président transsexuel ou un individu non-binaire. Et sans doute des gens qui vont m'écouter vont dire « Ben là, t'es fantaisiste, ça se peut pas. » Et je rappellerai à ces gens qu'au début des années 1900, d'envisager la possibilité qu'un homme noir, donc avec la peau foncée, soit élu président des États-Unis n'était pas pensable. Donc, avec tous les antécédents que les États-Unis ont connus en matière de racisme, avec l'esclavage des Noirs, là, entre autres au sud, pour l'exploitation du coton, c'est sûr que la ségrégation sociale qui régnait encore aux États-Unis au début des années 1900 n'aurait pas vu ou permis d'anticiper la possibilité que Barack Obama éventuellement soit élu président des États-Unis. Et dans cette même optique, j'envisage sérieusement
pour les prochaines décennies qu'il y ait un président des Américains transsexuel ou non-binaire ou même transhumaniste, en partie humain et en partie cyborg avec des implants robotiques, voire des membres qui seraient le produit d'implantation, en fait, de prothèses à caractère métallique et informatique en relation avec l'interface cerveau-machine. Donc, c'est une possibilité. Donc, vous voyez mon côté verso, là, je m'intéresse à des trucs liés à l'avenir. Fait que ça teinte mon discours en partie. Et puis, tout ça, je vais fermer la parenthèse parce que ça fait quand même longtemps que je parle pour compléter cet enregistrement qui est quand même long. En fait, par rapport à la question des programmations, c'est que dans un certain contexte, une programmation peut être ajustée, puis d'autres non. Et l'intelligence vient de la capacité à faire la distinction entre les deux. Et c'est sûr que si je pouvais parler avec mon moi dans le futur, advenant que je me rende à l'âge vénérable comme ma belle-mère ou mon beau-père qui ont passé 80 ans, donc 80 ans et plus, j'aimerais être capable de me dire à moi-même, en voyageant dans le temps, que rendu à cet âge-là, eh bien, d'être vigilant pour que mon comportement soit ajusté aux réalités relatif à cet âge-là. Donc, c'est sûr que c'est par rapport au fait que je trouvais que ma grand-mère, pas ma grand-mère, mais ma belle-mère, elle en faisait beaucoup. Elle se reposait peu, puis des fois, je l'invitais à se relaxer ou d'être plus détendue, mais je vois que c'est pas nécessairement évident pour elle. Mais c'est ça. Autant que des gens qui peuvent vivre d'une manière détendue, qui auraient intérêt à s'activer un peu plus. Tu as des gens qui sont surdéveloppés sur le plan physique, des athlètes, et tu en as d'autres qui sont sous-développés. Et c'est sûr qu'idéalement, ça prend un équilibre, mais l'équilibre est difficilement à atteindre en relation avec le fait que nous sommes tous polarisés à certains niveaux. Et c'est sûr qu'une des fatalités qui m'amène à vivre des fois un petit peu un état de déprime quand je réfléchis, c'est ça, c'est le phénomène de la mortalité de l'ego qui est inhérente aux failles de sa programmation. Et c'est sûr que quelqu'un qui est très actif physiquement, il peut avoir des dommages irréversibles qu'il connaît. Puis la personne qui n'est pas active est sous-développée sur le plan physique, puis ça peut l'amener à développer d'autres problèmes de santé. Quelqu'un qui ne bouge pas assez, la personne peut faire de l'obésité, peut avoir tendance à accumuler les calories. Donc, tout ça, c'est pas évident et chaque programmation au niveau physique, biologique a tout le temps des failles à différents niveaux. Et c'est la faille qui amène la fin de la programmation. Et quelqu'un peut dire intellectuellement, « Ah, je vais compenser telle faille de programmation », mais souvent la problématique, c'est que le naturel vient au galop. Comme moi, par exemple, tantôt je parlais, puis là, je viens de me rendre compte tantôt que je faisais allusion à des notions de futurologie. Ce qui est facile pour moi, c'est que je suis sur le pilote automatique. Je pourrais vous parler des épisodes de Star Trek que j'écoute, où beaucoup de notions de futurologie que je trouve intéressantes, ils sont véhiculés. Donc, dans une société qui explore le cosmos, dans des vaisseaux spatiaux, où les gens vivent dans une optique de faire des prises de conscience, étudier les différentes formes de vie qu'il y a sur plusieurs planètes dans l'espace, interagir avec des êtres de différentes mentalités. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant, captivant. C'est sûr que s'il y a des gens qui sont plus terre-à-terre, qui m'écoutent encore, probablement que Star Trek, ça ne vous intéressera pas, puis vous allez vous intéresser à d'autres choses. Mais souvent, comme je le discutais avec ma compagne, la problématique, c'est que on peut avoir quelqu'un qui bouge beaucoup, la personne est très active dans la matière, mais elle n'a pas un esprit d'avant-garde, un esprit tourné vers l'avenir, fait qu'elle n'amène pas de la nouveauté, puis dans son comportement, une forme de stagnation. Mais la personne est très active. L'autre, il a des idées nouvelles, mais il ne bouge pas assez. Fait que là, la personne peut être développée sur le plan physique. Puis comme elle ne bouge pas assez, les idées qui gagneraient à être connues pour amener un changement qui amènerait une nouveauté, un développement dans une société, le sont peu ou pas. Mais en même temps, c'est intelligent que la société ne change pas trop vite parce que ça créerait trop de chocs et des problèmes d'intégration. Donc, si par exemple l'instruction supramentale serait véhiculée dans tous les métiers de masse ici et maintenant,
C'est possible qu'il y aurait plusieurs personnes qui, n'étant pas adéquatement préparées à être exposées à ça à la télévision, seraient présentement dans un état de dépression profonde, associé au choc d'idées nouvelles qui les bousculeraient. Donc, chaque chose en son temps. C'est intéressant que des idées nouvelles circulent, mais pas trop vite. Mais en même temps, s'il n'y en a pas, il y a une stagnation culturelle. Donc, et c'est sûr que c'est l'équilibre des déséquilibres de différentes programmations d'individus qui amènent un développement à caractère humain là, à la surface de la planète. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.